Mesdames, Messieurs, bonjour. On a toujours pensé que ce sont les comportements, attitudes ou parfois des propos suprémacistes qui engendrent les clivages entre les peuples. Hélas, la couleur de peau apparaît aujourd'hui comme la plus redoutable des armes de division. Les agressions et violences policières liées à la couleur de peau sont légion dans le monde, surtout en Occident. La dernière en date est soldée par la mort d'un afro-descendant le 25 mai 2020 aux États-Unis. Semble de trop. L'indignation est générale dans le monde. Alors que sont devenues les luttes menées par des personnalités comme Martin Luther King, Marcus Garvey, pour ne citer que ces deux acteurs dans cette partie du monde, je veux parler des États-Unis. Alors, lutte contre le régionalisme, le racisme et la xénophobie, l'humanité a-t-elle progressé à nos jours? C'est la grosse interrogation autour de laquelle nous allons discuter ce matin. Et pour en parler, je reçois pour vous Léon Bani Biobigou. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abou-Bekalavi. Vous êtes également professeur titulaire des universités du commerce. Merci pour votre présence sur ce plateau. En face de vous, c'est Jules Justinien Humpati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi enseignant-chercheur en droit constitutionnel et international. Merci également pour votre présence. Merci. Alors, je parle d'indignation généralisée, mais sur le continent noir, je veux parler donc de continent de provenance de ces communautés de couleurs de peau qui sont aujourd'hui marginalisées à travers le monde. On note pratiquement comme un calme plat. Est-ce que vous avez fait aussi le constat, professeur Léon Biobigou? Absolument. Lorsqu'on aime béninois, africains, on ne peut pas rester insensible à tout ce qui se passe aussi bien à l'intérieur du continent qu'à l'extérieur. Surtout qu'il s'agit des Africains qui sont partis dans les conditions que, d'une manière ou d'une autre, que des gens savent, dans les conditions où ils sont partis là-bas, et la manière dont ils sont traités, et on ne peut pas rester insensible. Puisque quelque part, on doit se sentir très très mal à l'aise, puisque ce sont nos parents qu'on a transportés là-bas, déportés là-bas, malgré eux, avec tout ce qu'ils ont pu subir, et qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on assiste à ce qu'on a vu là, par rapport justement à ceux qui veulent nous faire partager l'image d'hommes civilisés, d'hommes modernes et tout, on ne peut pas rester insensible à cela. Professeur Jules Humpati, vous avez suivi également la scène, vous avez vu pendant 8 minutes et quelques secondes immobilisé sur le sol avec des cris de supplication, mais pourtant le policier l'a maintenu dans la condition là jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Mais les dirigeants africains, malgré tout ce qui se passe, les soulèvements à travers les capitales occidentales, l'Afrique est restée pratiquement insensible. Merci, je salue les téléspectateurs. Parlant du tableau, d'abord il faut dire que ce qui s'est passé, c'est très grave. C'est très grave. Vous imaginez bien un blanc ayant ses genoux posés sur le cou d'un noir. On sait très bien, les médecins savent très bien la sensibilité du cou comme partie du corps humain. Et malgré les appels, I can't breathe, je n'arrive pas à respirer, j'ai du mal à respirer, on a maintenu le coup jusqu'à la fin et il a rendu l'âme. Votre question appelle à un petit tableau, le tableau qui se dégage par rapport à cet événement-là. Je dis au plan interne américain, nous avons tous vu que cela traduit un soulèvement pas des moindres, un soulèvement très sérieux où les Afro-Américains essayent de dire trop c'est trop. On sent même qu'ils sont prêts à aller jusqu'à des conséquences d'ordre politique en Amérique, aux États-Unis. À l'extérieur des États-Unis, le tableau est un tableau multicolore. Nous voyons quelques individualités humaines qui montent au créneau pour dénoncer le fait, pour critiquer le fait et attirer l'attention sur la nécessité pour les Africains et pour les Afro-Américains, en tout cas pour les Noirs, de se réveiller, de se ressaisir et de se reprendre très au sérieux.
Au niveau des hommes politiques, des acteurs politiques, des dirigeants africains, on note une position mi-figue, mi-raisin, ou si vous voulez, un silence parlant ou une parole silencieuse. Soit nos dirigeants ressentent des choses en eux qu'ils évitent de développer pour des raisons diplomatiques, pour des raisons de coopération, ou soit nos dirigeants expriment leur point de vue, leur ras-le-bol, hors micro, hors caméra. Mais le tableau que nous voyons de manière très objective, c'est qu'on a l'impression que les dirigeants africains, ils sont prudents, ils sont méfiants par rapport à l'expression qu'ils doivent avoir, qu'ils doivent donner par rapport à la voix, qu'ils doivent donner par rapport à cet événement. Méfiant par rapport à qui? Et par rapport à quoi? Il me semble que quand on rapporte un peu la question dans l'ordre du droit international et dans l'ordre des relations internationales, vous savez, en général, lorsque il est question de prendre position par rapport à une question interne à relance internationale, ouais, comme celui-là, on connaît, c'est connu en relations internationales, c'est connu en droit international, que les chefs d'État et de gouvernement, ils font très attention. Ils font très attention parce que telle position, tel positionnement, tel alignement pourrait avoir des conséquences graves pour eux. Mais il y a une question de fond. Et cette question de fond, elle est relative à la question de droit que pose ce que George Floyd a vécu. La question des droits de l'homme. Alors, justement, sur cette question, est-ce qu'on a besoin de voir les questions géopolitiques avant de se prononcer, professeur Léon Bigou? C'est quand même une vie qui est sacrifiée. Absolument. Et c'est là où je voudrais en arriver quand je dis on ne peut pas rester insensé par rapport à ça. Je donne un exemple très simple. Imaginez qu'un Béninois, que dans un pays africain, à l'intérieur même du continent africain, dans un autre pays africain, qu'ils aient été traités de cette manière-là, quelle serait la réaction de ce pays africain dont le citoyen a été traité de cette manière dont on a eu là dans un autre pays africain, en tout monde. Or, ce qui s'est passé, c'est suffisamment grave. Du point de vue de l'analyse sociologique et politique, c'est suffisamment grave dans la mesure où, vous voyez, le traitement d'un être humain dans un contexte où on prône les droits de l'homme, ouais, le respect des droits de l'homme. Vous l'avez dit en filigrane, des États qui vantent toujours ce mérite. Et qu'on vient nous apprendre à respecter les droits de l'homme. Et voilà comment on traite un être humain, jusqu'à ce que c'est perdre l'âme. Alors que tout ce qu'il y a comme arsenal juridique existe. Ce n'est pas chez eux là qu'on dirait que ça n'existe pas. Tout arsenal juridique existe pour traiter tout cas. À supposer même que cet individu-là ait commis un crime et tout ça. Il y a toujours des mécanismes pour le poursuivre. Alors, professeur Hunkpati... Et c'est cela qui interpelle, tel que l'a dit mon collègue, qui interpelle la conscience de nos chefs d'État africains. Et justement, sur cette question d'interpellation des consciences de nos dirigeants, alors s'il s'agissait par exemple d'un Américain enlevé par un groupe terroriste dans n'importe quel pays africain, il n'y a pas de limite pour les États-Unis pour aller rechercher et donc retirer leurs citoyens, franchir donc le Rubicon s'il le faut. Mais si aujourd'hui des citoyens afro-descendants sont traités de la sorte, est-ce que cela ne rejoint pas un peu l'appel lancé par le président Nana Akufo-Addo du Ghana qui disait que tant que l'Africain ne va pas se respecter, se prendre au sérieux, les afro-descendants ne seront pas également traités en tout cas comme des êtres humains à part entière? Oui, votre question, c'est une question qui a plusieurs implications. Et je vais me baser sur quelques implications pour tenter de répondre. Vous voyez, le professeur tout à l'heure, comme je l'évoquais, est rentré dans le pan des droits humains, droits de l'homme. Je disais tout à l'heure que théoriquement, du point de vue des relations internationales, du droit international, de la diplomatie, les États sont prudents. Mais il s'agit de quoi
quelle est la problématique? La problématique est celle des droits humains. Mais quel droit? Il s'agit du droit à la vie. Il s'agit du droit à un traitement humain, même lorsqu'on est présumé en faute. Et de ce point de vue-là, les chefs d'États africains, tout au moins à travers les grands regroupements tels que l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine, doivent pouvoir s'entendre et donner la voix pour signaler que ce n'est pas très bien. Le tableau que vous avez présenté tout à l'heure par rapport à une difficulté ou à la disparition supposée d'un citoyen américain ou français, si cela se produit, on sait que cela devient, en vertu de ce que nous appelons la protection diplomatique, cela devient une question diplomatique de haute portée pour les États-Unis ou pour la France ou pour l'Angleterre. Et ils mettent en branle toutes les stratégies politiques possibles pour retrouver leurs ressortissants et pour que le droit soit dit par rapport à ça. Mais lorsque la même situation se produit par rapport à un Africain dans un autre pays, je crois que les États africains fonctionnent de manière suffisamment prudente. Parce qu'il ne faut pas que, en voulant agir et réclamer des droits au profit de son ressortissant, qu'on perde des avantages économiques, qu'on perde des avantages financiers. Ce n'est pas des avantages, des dons plutôt. Des dons, ben pourquoi pas? C'est une manière de parler. Maintenant, au-delà de cela, vous posez, à travers l'intervention du président ghanéen, vous posez le problème de la représentation, de l'image que l'Africain ou le Noir se donne de lui-même. Voilà. Vous voyez, comme le disait Wole Soyinka, il démontrait, prix Nobel de littérature, hein, il disait qu'il faut toujours aller dans le passé pour pouvoir expliquer le présent. Ces Noirs africains que nous sommes là, quand vous questionnez l'histoire, notre histoire, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et tout ce que nous sommes en train de vivre là, quand vous exploitez des ouvrages de Peter Abrahams, Mine Boy par exemple, Rouge et le sang des Noirs, où cet écrivain montre comment les Africains sont maltraités. Quand vous vous rappelez un peu l'apartheid, vous vous rappelez un peu tout ça. Quand vous allez même dans les contrées du Bénin, du Togo et d'autres pays où l'ethnocentrisme et le tribalisme, même le régionalisme, sont utilisés comme fond d'action politique, est-ce que nous avons raison de dire que l'Africain prend suffisamment conscience de ce qu'il représente? On a lu, on a vu que les recherches, les découvertes, les inventions dans différents domaines, tout au moins ont mis au pilori les Africains dans leurs prémices. Les Africains ne sont pas inutiles dans les recherches. Mais nous donnons nous-mêmes quelle valeur? C'est une question de mentalité, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de pensée. Lorsque vous avez affaire à un continent qui pense que les concepts doivent être créés par les autres, je voudrais parler de mondialisation, je voudrais parler de démocratie et tout ça. Le professeur tout à l'heure a évoqué les États-Unis comme vendeurs de démocratie et de droits de l'homme. Oui. Mais en même temps qu'un pays où nous nous rendons compte de la fragilité de ce respect des droits de l'homme au regard de certaines races, plus précisément au regard des Noirs, là-bas. C'est une question d'humanité. Donc moi, je suis peiné en tant qu'Africain, en tant que Noir, et je pose à nouveau la problématique de l'unité africaine, je pose à nouveau la problématique de l'union des Noirs. On va revenir tout à l'heure à certains aspects de votre intervention. Pour Léon Biobégou, on se rappelle très bien ce qui s'est passé en Libye où Muammar Kadhafi, qui était adulé par ses pairs du continent quand il a été attaqué, alors qu'il parlait de l'impérialisme, une agression impérialiste, personne ne l'a écouté au point où même des dirigeants comme Ouad sont allés jusqu'à dire il vaut mieux déposer les armes et fuir ton pays. Kadhafi a dit je vais mourir en martyr. Et effectivement, il a été assassiné sans qu'aucun dirigeant africain véritablement, sauf le Niger ou le Mali, ont pris position. Alors aujourd'hui, c'est hors de l'Afrique. Des Africains sont en train de souffrir. La communauté internationale, je veux dire, sauf l'Afrique aujourd'hui, est en train donc de monter au créneau. Les dirigeants africains sont en train d'observer
jouent au tact dans cette prise de position. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et l'image dont parle le professeur Humpati, est-ce qu'on a besoin que le blanc nous donne la possibilité de soigner notre image avant de le faire? Je vous remercie. Vous voyez ce que je viens de le dire tantôt. On a dit, tel que par rapport à notre processus, on a connu l'esclavage, la traite négrière, la colonisation, et on a dit nous sommes maintenant des États souverains. Et nous le proclamons partout et fort. Mais la souveraineté, ça s'exerce. Et c'est à travers des moments précis qu'on sent que réellement on est souverain ou ce n'est pas. Et c'est en cela que les intérêts de l'Afrique, chaque fois qu'un problème se pose, la simple question à se poser, c'est surtout où se trouve l'intérêt du continent africain. Comment cet intérêt est sauvegardé. Malheureusement, vous voyez, tous ceux qui ont essayé, au moins jusqu'à présent, de pouvoir poser des actes allant dans le sens d'un respect de l'homme noir, de l'Africain, jusqu'à présent, donc, mal fini. Et malheureusement, on continue et on n'a pas l'impression qu'on est en train de tirer leçon de tout ce qui nous arrive. Mais est-ce que c'est la faute aux Blancs si ces dirigeants africains qui émergent sont assassinés? Parce que ce sont les mêmes frères africains qui sont utilisés pour les tuer. C'est en cela que je veux dire, c'est là où je voudrais en arriver, en parlant de la responsabilité des Africains, des États africains. La plupart des États qui ont mal fini, vous verrez, quand on fait bien des analyses, les pires acteurs pour permettre aux autres de venir atteindre leur objectif, c'est encore, comme on le dit dans le langage africain, c'est d'abord votre maison qui vous tue avant que l'extérieur ne vous achève. Est-ce qu'un pays africain extérieur va pouvoir venir intervenir en Afrique sans que n'ait la caution de quelques États? Donc c'est des questions de fond. Et c'est en cela tout à l'heure, quand il disait, cela interpelle la conscience de nos chefs d'État. Et de génération en génération, on devait pouvoir sentir une amélioration dans le comportement de nos chefs d'État à l'égard de l'intérêt de protection de leurs citoyens. Professeur Humpati, vous avez, tout à l'heure, j'ai dit qu'on va revenir peut-être sur certains aspects. Vous avez parlé de la traite négrière. Tout ça, c'est des ouvrages qui ont été écrits pour retracer donc l'histoire. Et comme on l'enseigne également, ce sont les vainqueurs qui écrivent et illustrent les belles pages de l'histoire. Mais est-ce qu'en tant qu'enseignant, aujourd'hui, vous ne vous remettez pas en cause? Parce que ce sont ces mêmes ouvrages que vous utilisez pour dispenser l'enseignement. Et donc, le peuple sera toujours formaté de la même manière. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au niveau supérieur pour changer la donne? Moi, je suis heureux aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure, vous venez de dire que celui qui raconte l'histoire peut influencer le cours de l'histoire ou le déroulement de l'histoire. Ouais. Et notre histoire a été racontée essentiellement par les Occidentaux. Tout à fait. Donc le blanc raconte au noir son histoire pour lui démontrer que le noir, c'est le Satan. Pour lui démontrer que le noir, ce n'est pas bon. Pour lui dire que quand on ne paie pas l'impôt, quand on ne déclare pas son activité économique, on fait travail au noir. On ne fait pas travail au blanc. C'est-à-dire, tout ce qui est mauvais est peint en noir. Mais les universités font un travail, les universités africaines font un travail très important. Je vais vous rappeler quelques références en termes de sommité, en termes de travaux. Le professeur Cheikh Anta Diop, il a travaillé, il a aidé à réécrire l'histoire de l'Afrique. Le professeur Biot Bigou, qui est devant nous là, il est un acteur clé de l'histoire, de l'écriture de l'histoire politique, de l'histoire en général du Bénin. Le professeur Félix Iroko, il fait un travail très important. Je suis heureux de l'écouter, je suis heureux de le lire. Vous avez parlé d'éducation. C'est un problème de culture, un problème de mentalité, un problème d'éducation. Est-ce que nous nous laissons éduquer? Est-ce que lorsque nous sommes éduqués par ces patriarches dont je viens d'évoquer les noms, quand nous sommes éduqués, quand nous sommes instruits, je préfère dire ça,
Quand nous sommes instruits, est-ce que nous gardons l'instruction reçue et lorsque nous voulons prendre des décisions politiques ou lorsque nous voulons poser des actes, est-ce que nous en tenons compte? Responsabilité de qui? Je situe la responsabilité à 3 niveaux. J'ai les intellectuels, donc les universités. Et je crois que les universités font ce qu'elles peuvent. Je ne les défends pas. Elles font ce qu'elles peuvent. Mais j'ai l'impression que les chercheurs ne sont pas suffisamment écoutés en Afrique. Responsabilité de la société civile et de la population. Les peuples africains, ils donnent de la voix. Ils manifestent leur mécontentement. Ils ne sont pas d'accord avec tout. Mais le jour où ils décident de parler plus fort, ça crée des bouleversements et des révolutions. On a vécu une en 1990. Responsabilité des hommes politiques. Moi, je crois que ce sont nos dirigeants. Nos dirigeants, ils ont été investis pour exercer la souveraineté de l'État. Et rien ne leur arrivera. Dans notre constitution, il est écrit « membres de nos ancêtres ». Les membres de nos ancêtres couvrent et protègent notre président de la République. Les membres de nos ancêtres couvrent les différents présidents d'Afrique. L'Afrique, c'est d'abord l'endogène, c'est d'abord le culturel. Donc moi, je crois qu'ils doivent prendre leur responsabilité. Ils doivent travailler dans l'union. J'insiste là-dessus. Il est très important que les chefs d'État africains, ils travaillent, ils orientent leur pays à traiter non pas seulement de la souveraineté politique, mais de la souveraineté financière et économique. Vous voyez, on n'a pas la souveraineté financière, on n'a pas la souveraineté économique, et c'est là le problème. On va revenir à cet aspect tout à l'heure. Il a évoqué un aspect très important. Vous vous êtes intéressé à l'histoire politique de votre pays, donc qui n'est pas très loin également de l'histoire de beaucoup d'États de la région du Golfe de Guinée. Mais est-ce que vous pensez que au moins le volet respect de nos membres de nos ancêtres, parce que ces ancêtres nous suivent, vous parlez des déportés jusqu'aux États-Unis, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Merci. Avant d'en arriver là, il a évoqué un aspect très important sur lequel il va arriver. Le rapport, la responsabilité des universitaires. Oui. Je vais vous dire, il a parlé des pôles, des niveaux de responsabilité. Il y a 3 pôles. Quel que soit le pays, il y a 3 pôles qui doivent pouvoir travailler en synergie. Et malheureusement, dans la plupart de nos pays africains, ces 3 pôles ne travaillent pas en synergie. Il s'agit de... Le pôle numéro 1, c'est qui? Le pôle numéro 1. Le pôle numéro 1, c'est le décideur. Qui est le décideur? Ce sont nos dirigeants. À partir du moment où on a un État, ce sont eux les décideurs. Mais le décideur n'a pas la science infuse. Oui, ça c'est vrai. Pour qu'il prenne de bonnes décisions, il faut qu'il soit éclairé. Mais qui va l'éclairer? D'où le deuxième pôle qui est l'éclaireur. Et qui est l'éclaireur? C'est l'universitaire, c'est le chercheur. C'est ça. Toute décision qui devait être prise par le décideur devait pouvoir être éclairée par le travail des universitaires. Et c'est à ce niveau-là. Quel est le niveau d'exploitation des résultats des recherches que nous trouvons? Aujourd'hui, on dit que le Bénin est le quartier latin de l'Afrique noire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut sortir l'histoire nationale du Bénin pour l'ensemble des communautés? Est-ce qu'on peut sortir, depuis qu'on est devenu indépendant, au moins 15 ans même avant notre indépendance, est-ce qu'on peut sortir un document historique qui fasse le point des erreurs commises, des forces et des faiblesses, pour que de génération en génération, qu'on puisse renforcer ce qui était bien et minimiser ce qui était moins bien? Ne le faisant pas, à partir du moment où on ne s'intéresse pas au passé de notre pays, ben vous ne pouvez pas vous éviter de commettre des erreurs. Et c'est à ce niveau-là, chaque année, ce sont des thèses que les gens soutiennent dans différents domaines. Mais comment toutes ces thèses-là, dans différents domaines, sont exploitées par les décideurs pour prendre de bonnes décisions? Même les 2 pôles, même à supposer que les 2 pôles fassent leur travail. Ça ne suffit pas pour qu'un pays soit réellement bien dirigé. Il faut un 3e pôle. C'est celui du développeur. Qui est le développeur? C'est celui-là, justement, qui peut aller prendre les résultats de recherche qu'on a trouvés pour pouvoir transformer cette facile-là en utile. C'est là l'importance des opérateurs économiques. Donc, le développeur a besoin d'être éclairé par le chercheur, l'éclaireur, et le chercheur
à partir du moment où il trouve des résultats, parfois, il n'était plus là pour transformer tout ça. Là. Oui, c'était bon, mais ça, c'était des bois à un moment donné dans les forêts. Il a fallu bel et bien des intelligents pour travailler ça. Mais il a fallu d'abord, quelque part, qu'on ait réfléchi, il faut faire ci et ça, là, que quelqu'un le réalise. Voilà les 3 pôles qui doivent pouvoir nécessairement travailler en synergie pour que le pays... Maintenant, par rapport au manque de nos ancêtres, on arrive à ça. Ça pose encore un vrai problème de fond. À partir du moment où on a dit que nous sommes indépendants, nous sommes souverains, la souveraineté suppose que cette fois-ci, que nous voyons cas par cas, par rapport à ce que le colon nous avait imposé, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui qui soit bien sûr, et nous devons mettre l'accent pour aller mieux, et quels sont les aspects que nous allons laisser de côté. Bon, en parlant des membres de nos ancêtres, c'est une question de fond. Ça touche là justement la vision spirituelle, la vision religieuse de l'Africain. Mais il n'y a pas que ça. Regardez notre système éducatif d'une façon générale. Nous, on a hérité d'un système éducatif extraverti. On nous a imposé une autre vision. C'est tout ça là qui devait pouvoir nous amener à revoir le contenu de nos programmes de formation depuis le niveau maternel jusqu'au niveau supérieur. En parlant de membres de nos ancêtres. Regardez, quelqu'un qui n'arrive même pas à parler sa langue maternelle. Lorsque un haut cadre empêche à ses enfants de parler même leur langue maternelle, c'est lui qui va se membre des ancêtres, il considère cela comme des gens désattardés. C'est des questions de fond. Voilà pourquoi je dis, mais est-ce que quand on lit cela, on ne le lit pas seulement juste pour plaire et remplir une formalité. La profondeur, l'importance des membres de nos ancêtres. Puisque quand les gens jurent autrefois dans nos sociétés, par rapport aux membres de nos ancêtres, pourquoi nos sociétés n'avaient pas le système de prison? De mort, hein, en cas de pourquoi nos sociétés n'avaient pas de système de prison? Parce que les sociétés africaines avaient un système, une manière de gérer les conflits, une manière de gérer des gens qui enfreignent aux lois, où ils n'ont pas besoin de les mettre quelque part pour dire la prison. Ben, si le système qu'on nous a imposé, système de prison, si c'était un bon système, on devait assister à quoi? On devait assister à la fermeture des prisons dans la plupart de nos pays, vrai ou faux? Mais on assiste à quoi? À l'ouverture. On assiste à la multiplication des prisons. Donc ça veut dire que le système est mauvais. Donc cela nous interpelle. Est-ce que nous n'avons pas laissé de côté l'essentiel par la manière dont traditionnellement on règle un certain nombre de problèmes et tout ça? Donc c'est des questions de fond. Merci d'avoir évoqué ça. Alors pour ça, vous partez, oui, peut-être que vous allez apporter d'autres sons de cloche, mais avant cela, la diaspora aujourd'hui pense qu'il faut peut-être un retour au bercail, donc elle veut beaucoup plus revenir sur le continent, investir aussi bien l'intelligence que la finance pour amorcer. Vous avez évoqué l'aspect développement tout à l'heure pour que l'Afrique véritablement soit autonome en termes finance, en termes prise de décision. Mais est-ce que vous pensez qu'avec la mentalité que nous avons sur le continent aujourd'hui, nous pouvons les accueillir? Bon, la diaspora veut revenir. La diaspora doit revenir. La diaspora doit aider. Tout chef d'État soucieux, d'abord tout homme politique, là je mets tout le monde ensemble, tout homme politique respectueux des membres de nos ancêtres, tout homme politique béninois respectueux de l'esprit de Béhanzin, de l'esprit de Kaba, de l'esprit de Biogera, qu'aucune goutte de sang ne coule. Rappelez-moi son nom. Monseigneur de Souza. Tout homme politique respectueux de leur esprit doit pouvoir, dans ses orientations politiques, travailler de manière à ce que les Béninois qui sont à l'extérieur, les Africains qui sont à l'extérieur de l'Afrique, viennent travailler dans leur pays. Dans les lois de décentralisation, parmi les stratégies, il y a la coopération décentralisée, qui malheureusement n'a pas été comprise par les élus locaux qui ont fini les 17 ans là. Et je crois bien que ça va être un élément déterminant. Maintenant, est-ce qu'avec notre mentalité peut permettre à ce que cela soit une réalité? J'invite à cet effet, je fais allusion à la puissance publique. Si l'État est décidé, les hommes politiques sont les décideurs. Je rentre dans les 3 pôles du professeur. Si les décideurs
sont décidés à accepter le pléonasme, là, cette tautologie, et qu'ils ont à leur portée la police et tous les moyens de contrainte, on doit pouvoir détecter ceux dont les mentalités vont empêcher ces petits fils du Bénin qui veulent venir développer le Bénin. Ce n'est pas terminé. C'est pas seulement le Bénin, c'est n'importe quel pays d'Afrique. Oui, c'est n'importe quel pays d'Afrique, je suis d'accord. Mais je voudrais rapidement aller vers les 3 pôles du professeur qui sont très importants. On va bientôt finir l'émission. Oui, mais permettez que je dise un petit mot. Professeur, les 3 pôles que vous avez évoqués sont très déterminants, c'est très important. Mais vous savez le problème? Et là, je pose une question à laquelle je vais peut-être tenter de répondre ou à laquelle vous allez répondre pour nous éclairer en tant qu'aînés. Lorsqu'il se fait que dans l'équipe politique, parmi les politiques, les décideurs là, on retrouve déjà des développeurs. On a déjà des acteurs économiques. On a des chercheurs, des universitaires qui sont dans l'équipe politique là. Est-ce qu'on ne peut pas déjà tomber dans le biais, je dis bien biais, donc je réponds déjà, selon lequel, mais il a dit décideurs, développeurs, chercheurs. Nous avons des chercheurs dans notre équipe, nous avons des développeurs dans notre équipe, et nous sommes nous-mêmes décideurs. Donc nous n'avons pas besoin d'aller vers d'autres. Malheureusement, je dis bien malheureusement, quelle que soit la taille d'un gouvernement, vous ne pouvez pas avoir toutes les compétences au sein d'un gouvernement. Personne, à lui seul, même dans son propre domaine, ne peut pas dire qu'il a la science infuse. Surtout que quand vous êtes à la fois et enseignant, et chercheur, et homme politique, gouvernement et tout ça, imaginez, c'est 24 heures pour tout le monde. Toute l'humilité. Toute l'humilité. Alors, professeur, ça m'amène donc à vous demander si aujourd'hui la solution pour éviter ces brimades, ces violences policières, ces assassinats, en tout cas extrajudiciaires que nous observons un peu partout. Est-ce que la solution, c'est de ramener la diaspora ou de demander simplement à la diaspora de regagner l'Afrique parce qu'il y a des terres, il y a de l'espace, il y a toutes les prédispositions pour qu'il y ait développement. Prédisposition, c'est d'abord qu'il y ait d'abord une prise de conscience réaliste par rapport au phénomène. Qu'on sente qu'il y a d'abord une préoccupation profonde par rapport à ça. C'est d'abord le point de départ, c'est le point de principe. Deuxièmement, sur cette base-là, une fois qu'on consigne cela comme déjà parmi les objectifs, pourquoi on parle de régime foncier? C'est la manière dont on va gérer notre territoire. Et qu'on le veuille ou pas, il y en a même quand on leur dit de revenir par rapport à la manière dont ils sont implantés et tout. Aujourd'hui, on va demander à tout le monde de venir, de revenir, mais qu'il y ait déjà cette possibilité offerte à tous ceux qui sont à l'extérieur, qui voudraient bien revenir là, qu'ils puissent revenir. Et voilà d'abord mon objectif par rapport à ça. Donc qu'on conçoive à travers nos textes la manière de sécurisation donc du système foncier pour quelqu'un qui veut revenir, parce que pour une raison ou pour une autre, il veut revenir au pays, qu'il revienne et qu'il ne regrette pas d'être revenu dans son pays. Parce qu'il y a ça aussi, notre mentalité par rapport à cela. Et tous ceux qui peuvent être dehors et se sentir bien à l'aise peuvent bel et bien contribuer au développement de leur pays tout en étant là. Moi, je sais plein de communautés africaines qui sont un peu partout, en Europe, en Amérique, mais ils contribuent, qui participent au développement de leur pays. Alors, pour ce Humpati, il y a aussi cette préoccupation. L'Afrique est en train de vendre sérieusement ses terres. Ah, mais oui. Ça me rappelle l'ouvrage de Ngugi wa Thiong'o, où on a vu comment les étrangers achetaient des terres dans son ouvrage. Vous savez, nous avons l'habitude de définir l'État comme la composante de 3 éléments, ou un élément qui a constitué 3 composantes, et parmi les composantes, il y a le territoire. Lorsque la politique foncière de l'État est telle qu'elle facilite l'accès de la terre aux étrangers, un beau jour, le territoire sera privatisé. Un beau jour, le territoire sera colonisé. Et si le territoire est colonisé, c'est que l'État, là, est en train de perdre sa souveraineté. Je crois que c'est une question de fond et nos tests actuels ne règlent pas encore suffisamment le problème. Quand vous descendez au niveau des communes, le même problème se pose. C'est vrai que la commune est toujours au sein du territoire où des communes basent leur richesse fondamentalement sur l'aliénation des terres. Je crois que ça ne doit pas être le cas.
Cela ne doit pas être le cas. Il va falloir donc que nous améliorons les réflexions dans ce sens-là. Alors, président Léon Biobigou, Oui. aujourd'hui, je crois que déjà ce 8 juin, le policier coupable a été donc auditionné. Oui. Il va payer $1 million de caution, si possible, donc recouvrir dans sa liberté. Est-ce que vous pensez qu'une vie, ça vaut cela? Oh non, une vie n'a pas de prix. Vous le savez très bien, une vie n'a pas de prix. Est-ce qu'on va dire c'est tellement... Non, une vie, ça n'a pas de prix. Donc quelque chose qui n'a pas de prix, il ne faut pas y mettre de prix, ça c'est clair. Une vie, une fois que c'est perdu, on ne peut plus la récupérer. Donc il n'y a pas, en termes, il faut comparer des choses comparables. Alors, professeur Justinien, non, vous n'allez pas forcément répondre à cette préoccupation. Il y a d'autres choses pour vous. Alors, l'État de Minneapolis, là où l'afro-descendant est mort, eh bien, a décidé donc de démanteler d'une manière ou d'une autre cette police-là. Il y a les élus démocrates qui ont demandé qu'on introduise une loi au niveau donc, du Congrès afin que la police, de façon générale, soit réorganisée dans tous les États-Unis. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Ça peut se faire, mais même si c'est fait, le problème est profond. Le problème est profond. Ce que Malcolm X n'a pas pu régler, Toni Morrison, il y a eu beaucoup d'écrits. Moi, j'ai l'impression que les dirigeants américains ne veulent pas régler le problème. Et je suis un peu gêné. Il me semble que l'État central, la gouvernance même américaine, au début, n'a pas pris le problème au sérieux. Et je voudrais profiter pour dire aux dirigeants du monde que les petites frustrations conduisent aux graves crises. Et ces graves crises-là peuvent coûter leur propre fauteuil. Donc il faut que les gens fassent attention. Je voudrais également, parce que tout à l'heure, quand le professeur évoquait un certain nombre d'éléments très importants, je me suis souvenu d'Aimé Césaire. Et je voudrais rappeler cette citation d'Aimé Césaire. Je ne sais pas si je pourrais la citer de manière fidèle, mais dans son ouvrage, Le cahier d'un retour au pays natal, il disait qu'une nation qui ferme les yeux sur les problèmes les plus importants de son temps est une nation atteinte. Par conséquent, il faut que les Africains se reprennent au sérieux, que les chefs d'État africains qui sachent qu'ils sont protégés. D'ailleurs, si un chef d'État africain, en se battant pour ses ressortissants, en se battant pour les Noirs, est assassiné, ils ne seront pas assassinés s'ils plaît à Dieu. Si cela arrivait, il serait un martyr. Thomas Sankara n'est pas oublié jusque-là et il ne sera jamais oublié. Maintenant, puisque mes chefs d'État africains ne seront pas abattus sur le terrain de combat, ils vont plutôt sortir héros. Je voudrais donc que nos chefs d'État soient des héros. Et je voudrais inviter la communauté internationale à faire en sorte que les pays qui prônent la démocratie et qui donnent la leçon de démocratie et des droits de l'homme au monde entier puissent miroiter, puissent donner une belle image de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Alors, ce sont des suggestions. Professeur Léon Biobigou, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce qui se passe, ces différentes manifestations, peuvent changer le cours de l'histoire des États-Unis, surtout du régime Trump? Oui, absolument. Depuis que cette affaire a commencé, quand on suit la manière dont les mouvements, les révoltes et tout ça, ça a quand même un impact nécessairement psychologique. Et vous avez vu, en dehors même des États-Unis ou dans les autres contrées, c'est déjà très très important. C'est vrai, le type ne reviendra plus, mais son sacrifice, c'est certainement peut-être c'est ce sacrifice-là qui va permettre peut-être de sauver des milliers d'autres qui pourraient suivre même pire ce qu'il a subi. C'est en cela que, comme on le dit, il ne serait pas sacrifié pour rien. Peut-être que c'est pour sauver des milliards de vies, parce que la vie n'a pas de limite. On ne sait pas, on n'a pas de limite. Et ça a un impact psychologique, ça va nécessairement avoir un impact au niveau politique. Professeur Mpati, sur le continent, est-ce que vous pensez qu'il y a de ces foyers chrysogènes où le mépris ou des propos, des attitudes suprémacistes peuvent également naître sur le continent? D'abord, au plan local, ça existe déjà selon vous?
il y a 22, 23 ans, par là, moi, j'ai conduit de petites recherches. Hein. Mon mémoire avait porté justement sur le racisme, l'ethnocentrisme et la dictature, avec le professeur Noël Doussou, paix à son âme. Et j'ai découvert, et je continue pas à voir, j'ai découvert que l'apartheid, le racisme qu'on a cru éteint en Afrique du Sud n'est pas complètement éteint. Et j'ai découvert au niveau du Kenya qu'il y a encore des réminiscences de tribalisme au Kenya. Lorsque vous allez au Nigeria, Haoussa et Ibo, vous croyez que tout est réglé là? La guerre de Biafra, tout est réglé, cimenté? Au sein des communes, les communes où vous avez 2 ou 3 ethnies, lors des élections, lors de la campagne politique, vous n'entendez pas des gens d'une ethnie donnée demander aux ressortissants de leur ethnie de ne pas voter pour tel parce qu'il est étranger. Mais le professeur, l'homme qui a aidé Aouida, comment il s'appelle? Le professeur Agassi, il disait que personne n'est de quelque part. Nous sommes tous des transhumants. Alors, nous allons appeler une fois encore à l'éducation et à la sensibilisation, à la conscientisation de la classe politique. Si cela ne tenait qu'aux intellectuels et aux peuples africains, l'Afrique pourrait être en paix. On va bientôt sortir de cette émission. Professeur Léon Biobigou, est-ce que ce n'est pas une question qui remonte à très longtemps? Je prends par exemple la question de la balkanisation, où certains peuples qui sont appelés à vivre ensemble ont été divisés et ceux qui ne devraient pas vivre ensemble ont été mis ensemble, donc du fait de cette limite tracée par le colon, qui est peut-être la source de nos difficultés aujourd'hui. Absolument. Et là, j'insiste là-dessus. L'une des sources de nous aujourd'hui, c'est cela. D'abord, le fait de n'avoir pas tenu compte des rapports sociaux antérieurs à l'avènement du colon, c'est d'abord là les premières erreurs. C'est-à-dire des peuples qui se livraient des guerres. Et du jour au lendemain, on les met ensemble pour dire désormais vous devez partir. Mais au moment où, je prends l'exemple de mon pays, parce que je préfère être très clair comme ça là. Au moment où le roi Béhanzin combattait comment on appelle le colon blanc, chez nous, pour son installation. Et que de l'autre côté, à côté de Bordeaux, l'autre, il l'accueille. Mais vous avez vu comment cette mésentente-là, entre Béhanzin et Tofa Ier de l'époque, déjà, dont nous tirons les conséquences jusqu'à présent, qu'on le veuille ou pas. Au moins, l'autre disait, non, moi, je veux qu'il vienne. Et qu'il l'accueille. Donc, du coup, ça veut dire quoi? À partir du moment où un a telle position, immédiatement l'autre prend le côté contraire. Et l'une des conséquences directes, c'est que Apiti, qui logiquement devait être le premier président de la République du Dahomey, ne l'est pas. À cause de ces conséquences-là, voilà pourquoi l'histoire politique, l'histoire des peuples que vous voulez gérer, surtout une bonne soixantaine de peuples au Bénin, il faut connaître leur sensibilité, leur culture, ce qu'ils acceptent, ce qu'ils n'acceptent pas. Si un homme politique veut réellement être vraiment un rassembleur, il n'a qu'à d'abord commencer par connaître les rapports antérieurs. Et à partir du moment où on est venu mettre des gens ensemble qui étaient opposés et que du jour au lendemain vous dites vous avez fait le même travail, vous n'avez rien du tout. Parce que pendant que l'autre c'est en train de rafistoler, l'autre c'est en train de poser des actes contraires. Et c'est cela qui nous interpelle. Voilà pourquoi je dis encore, et je le dis, à la classe politique, quel que soit le niveau où surtout les gens ne comprennent l'importance de connaître d'abord les peuples pour lesquels ils se battent, avant de pouvoir concevoir un plan de société, projet de société. Dans le compte d'Amadou Koumba, Birago Diop disait que négliger les petits riens peut créer de graves ennuis. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour cette émission qui recevait donc pour vous Léon Bani Biobigou, enseignant-chercheur, professeur titulaire des universités du CAMES, et également Jules Justinien Mpati, qui est enseignant-chercheur dans le domaine du droit constitutionnel et international. Merci pour vos éclairages par rapport donc à cette vague d'indignation suite donc à la mort de George Floyd. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.